Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 113. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'enregistre cet épisode, j'enregistre cette introduction en début d'année, alors que l'entrevue que je vous présente a été enregistrée il y a quelques mois déjà, mais je l'avais planifié pour le début d'année parce que je trouve que c'est tellement un sujet prioritaire quand on arrive à cette période de l'année où non seulement l'énergie est à son plus bas, on revient du temps des fêtes, où on a mangé beaucoup, on a dérégularisé nos horaires. Et je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse, le Blue Monday, qui apparemment est la journée la plus déprimante de l'année. Parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de luminosité, et puis il fait froid dehors, etc., etc. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour parler du sujet d'aujourd'hui qui est le burn-out. Puis, de toutes les années d'ambition au féminin, j'ai jamais adressé ce sujet-là parce que, honnêtement, je me sentais pas en mesure d'en parler avec profondeur. Et souvent, ben oui, il y a des gens qui sont spécialisés dans le burn-out beaucoup plus clinique, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on appelle le burn-out la maladie du siècle, hein? C'est parce qu'il y a tellement de formes aussi ou d'expression de celui-ci que des fois, ben d'avoir juste le point de vue médical, ben ça... T'sais, d'un côté, c'est bon d'avoir un diagnostic et tout ça, mais d'un autre côté, je pense que c'est bon aussi de, pas vulgariser, mais démocratiser aussi les connaissances autour du burn-out pour pouvoir se dire, ben écoute, genre, ben voilà, je me dirige peut-être vers le burn-out, il y a peut-être des signes qui s'en vont dans cette direction-là, et qu'on puisse aussi, être et agir beaucoup plus en connaissance de cause au lieu de se voir juste en mode réactif quand on arrive face aux faits accomplis, en quelque sorte. Donc, ce qui est le fun avec cette entrevue, c'est que ça a été une entrevue qui m'a été suggérée. Hein. C'est une invitée que j'ai rencontrée en ligne sur LinkedIn, Tessadit Ouidir, et j'ai adoré son approche de venir me dire « OK, j'ai écouté tel épisode de podcast, ça a vraiment résonné avec moi. Je pense que je peux partager quelque chose de très utile avec ton public, avec ta communauté, avec ton audience. » Et effectivement, là, je viens de réécouter notre conversation et c'est de l'or en bord. C'est très, très riche en réflexion, en profondeur, en connaissances autour de ce fameux burn-out, de ce fameux phénomène et plus spécifiquement aussi du burn-out chez les femmes. Donc, je vous présente un petit peu Tessadit. Tessadit, c'est une pharmacienne. Elle habite ici à Montréal, pas très loin de chez moi. On s'est vu l'autre fois à la poissonnerie sans s'y attendre. Elle est aussi instructrice de yoga et de pleine conscience et elle est master coach certifiée. C'est une fervente pratiquante de la méditation, passionnée de yoga. Sa mission est de partager avec le plus de personnes possible, désirant reconquérir leur pouvoir intérieur, les outils qui lui ont permis de guérir et de rayonner. Durant ses accompagnements, elle aide les femmes stressées et épuisées à prendre soin de leur santé mentale et physique et reprendre confiance en elles. Et comme vous pouvez le voir avec son bagage, non seulement elle a toute cette notion du côté beaucoup plus médical, hein, beaucoup plus soins de santé traditionnels, on va dire, mais aussi qu'elle a intégré toute cette partie
de travail sur les pensées, sur la régularisation des émotions, du système nerveux, du travail du stress, mais de point de vue holistique. Et c'est quelque chose qui émane aussi de sa propre expérience avec le burn-out. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que la conversation avec Tessadit est complète et riche en soi. Et si jamais, ben c'est ça, vous voulez partager votre expérience ou si vous avez des commentaires à nous donner à moi ou Tessadit, ben n'hésitez pas à venir nous trouver sur LinkedIn ou pour moi sur Instagram. Tous les liens sont mis dans les show notes aussi si vous voulez aller suivre Tessadit ou discuter avec elle ou travailler avec elle même. Donc, je vous laisse sur notre entrevue. Allô Tess, comment ça va? Bienvenue sur l'Ambition au féminin. Allô Tatiana, je suis tellement contente d'être là. Ça va très Je suis bien. contente aussi de t'avoir. Je suis trop contente qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. Tu m'as envoyé un message. J'ai beaucoup aimé comment... tu sais, t'as pas eu peur. Genre, des fois, les gens, ils sont comme « Ouais, il faudrait qu'elle m'invite sur son podcast. » Mais là, tu t'es venu dans ma messagerie, puis tu m'as dit « Je pense qu'on devrait en parler. Je pense qu'on devrait parler de ce sujet-là. » Puis je t'en remercie parce que, tu sais, je trouve qu'il faut faire ça. C'est comme ça qu'on développe des relations. Ah, je suis trop contente. Je suis contente que j'ai une réponse positive. Et je t'avoue que j'ai appris à faire ça avant. J'avais de la difficulté à exprimer ce qui me passait par le cœur, ce qui me passait par la tête. Mais je pense que j'ai appris à être plus à l'aise avec le rejet et surtout à m'écouter. C'est-à-dire que si c'est une envie vraiment qui vient et qui me parle et que ça résonne avec moi, je me pose pas trop de questions. Je fonce. Exactement. Puis je pense que quand on s'arrête trop, ben on s'empêche d'avoir des super belles rencontres. Puis des fois, c'est ça, c'est juste des synchronicités ou des intuitions, des choses comme ça. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui est ouverte aux différents types d'opportunités. Puis là, je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de te parler. Yes. Je vais commencer avec ma question brise-glace. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Wow. Alors, je me suis souvent posé cette question parce que tu sais, quand tu es dans une quête de développement personnel et que tu regardes Oprah et tous les... Bon, là, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, je m'intéresse au développement personnel. J'ai toujours aimé m'améliorer. Et puis, il y a cette question qui vient, mais au fait, il faut écouter ses rêves d'enfant. Et puis après, je me dis, mais moi, j'aimais quoi quand j'étais petite? Et là, je me suis dit, je vais essayer de me rappeler parce qu'honnêtement, je pense que je ne sais pas trop. Je me rappelle que quand j'avais 6 ans, 7 ans, je dessinais sur mes cahiers de maths des robes. Plein de belles Oh! robes, c'est ça. Et j'adorais ça. Et il y a aussi le piano, mais je n'en ai jamais vraiment joué. Donc, ma tête pensait que je voulais être ophtalmo. Ça, c'est l'influence de Oh! mon père. OK. Oui, ça, c'est la tête. Ça, Intéressant. c'était pas le cœur. C'est vraiment la tête, faire plaisir à papa. Je suis une bonne à l'école. J'étais très bonne à l'école, toujours avec les meilleures notes, syndrome de la bonne élève. Mais si on allait plus vers l'écoute de l'intuition et le cœur, je dessinais des robes. J'adore les vêtements beaux, luxueux. J'adore le style. Donc, je pense que j'aurais été soit styliste ou peut-être chanteuse parce que j'adorais chanter. C'est ça. Ça va être plus un truc J'aime artistique. ça. Fait qu'il y a la musique et Ouais. et les textures, le style. On a une autre chose qui nous rejoint parce que moi, j'adore les beaux vêtements, Oh my God. les beaux environnements, les beaux Oui. objets. J'adore ton décor en ce moment. Merci. Fait que... Ouais. Non, mais... Puis ça, c'est un complètement autre sujet de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai dû faire la paix aussi parce que j'ai l'impression que, tu sais, moi qui ai eu toute cette carrière plus universitaire puis académique puis très intellectuelle, il y a quelque chose de superficiel, entre guillemets, à aimer les belles C'est choses. vrai. Et surtout quand tu es une femme en plus, même si tu aimes te maquiller ou tu aimes bien t'habiller ou tu aimes peu importe l'énergie dans laquelle tu mets là-dedans. Donc, ça m'a pris du temps de me réapproprier ça puis de me dire non, j'en ai besoin de ça. L'esthétique de mon environnement, l'esthétique de comment je me sens, ça fait partie aussi de ma personnalité. Bref, ça m'a juste fait penser à ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus important qu'on veut le donner Oui. à croire. Complètement. On est des esthètes. Ça veut dire On est des esthètes! on aime la beauté. Voilà! Voilà! Quelqu'un l'autre fois m'a dit qu'il savait pas ce que ça voulait dire esthète, mais j'étais comme esthétique, tu sais, bref. Cool! Ben, c'est génial, puis j'aime beaucoup savoir ça de toi.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus label ou étiqueté comme étant lourd, hein. Hmm. Mais on va essayer d'en parler avec douceur puis bienveillance aussi. Je suis sûre qu'on va réussir parce que c'est pas mal ton sujet de prédilection. Mais Hmm. euh, la raison pour laquelle on est ici ensemble, c'est que j'avais fait un épisode de podcast qu'on va mettre en lien de l'épisode où je parlais de régulation de système nerveux. Hmm. Puis ça t'avait parlé parce que toi, tu travailles avec des femmes bien souvent qui sont en rémission de burn-out, on Ou, pourrait ou dire quelque chose prévention, comme les ça. deux. OK, prévention et post-burnout, Mhm. rémission, guérison. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'on n'en avait pas parlé sur le podcast, mais c'est un sujet chaud et important, surtout après tout ce qui s'est passé avec la pandémie, Mhm. avec les changements qu'il y a aussi au niveau économique. Mhm. Fait que peut-être ma première question pour toi, c'est... ma première question, c'est qu'est-ce que c'est le burn-out Mhm. et pourquoi les femmes sont-elles plus à risque? Parce que je pense que tu m'avais donné une statistique aussi que Mhm. les femmes sont plus à risque de De faire. subir ce type de burn-out. Fait que je t'écoute. Tout à C'est fait. quoi le burn-out? Alors, si je te donne une réponse générale que tu vas retrouver partout, c'est un état d'épuisement ou peut-être même d'effondrement du corps, un état de fatigue qui n'est pas soulagé par le repos. Là, quand on arrive vraiment à la dernière étape du burn-out. Parce que ce qui est triste avec le burn-out, ou peut-être pas, parce que ça dépend de l'angle duquel on regarde le burn-out, c'est que c'est un état progressif et insidieux. Ça n'arrive Mhm. pas du jour au lendemain. Un burn-out, c'est la conséquence d'une exposition chronique à un stress. Mhm. Le stress Mhm. peut avoir une cause interne, notre capacité à ne pas pouvoir dealer avec ce stress, et une cause bien sûr extrinsèque, conjoncturelle, et c'est les deux, structurelle et conjoncturelle. Mais moi, ma définition du burn-out, c'est que je suis complètement drainée de mon énergie. Mhm. C'est comme une voiture qui, il n'y a plus d'essence, au fait. Elle ne peut pas avancer. Elle chauffe. C'est un état où on est drainé dans l'énergie. Ça peut mener à une dépression, le burn-out. Ouais. Oui, c'est ça, hein, c'est pas la même chose. Parce que Mm-mm. je pense que des fois, les gens, ils prennent les deux mots, dépression, anxiété et burn-out, hein, ces trois concepts-là, puis ils les mettent tout ensemble. Mais il y a vraiment des distinctions. Oui. Alors, l'anxiété. L'anxiété, déjà, il ne faut pas la diaboliser parce que c'est un signal. Si on apprend à écouter son anxiété, on en tirera de très bonnes conclusions parce qu'on va savoir ce qu'elle veut nous dire. On veut pas tuer le messager, on veut l'écouter. L'anxiété, tout le monde peut en faire. L'anxiété, Mhm. c'est un état dans lequel le corps répond à un stress, que ce soit un stress réel ou imaginé. Donc, c'est un état de survie. Si c'est un état qui ne dure pas dans le temps, qui n'est pas déclenché tout le temps, c'est sain, c'est normal. Mais si je fais de l'anxiété de façon chronique ou face à des événements qu'une autre personne ne va pas être forcément anxieuse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans ma gestion de mon système nerveux est Mhm. dérégulé, soit je suis dans un environnement toxique, soit il y a de l'inflammation dans le corps. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que je fais de l'anxiété. Donc, il faut écouter cette anxiété. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? La dépression, c'est un état dans lequel il n'y a pas d'énergie dans le corps. Donc, le corps est en mode survie. Donc, il est en mode économie d'énergie. Après, je ne parle pas des pensées suicidaires et des composantes comportementales, psycho-émotionnelles. C'est juste pour pouvoir différencier la dépression de l'anxiété. Puis le burn-out peut mener à la dépression parce que je n'ai pas d'énergie et j'ai les mêmes comportements que je peux avoir pendant la dépression. Je vais avoir de la dévalorisation, un manque de motivation, des problèmes de sommeil. Donc, un burn-out peut mener à une dépression, effectivement. Puis est-ce que le burn-out est spécifiquement lié à un contexte professionnel ou on s'en fout un peu du contexte Pas du dans tout. lequel ça arrive? Ça peut être genre j'ai un burn-out d'être une maman à temps plein. Absolument. Il est clair que ça a été Mhm. défini au début par rapport au milieu du travail. C'est comme ça, quand Ouais. on dit burn-out, on pense tout de suite au travail, mais n'importe qui peut faire un burn-out dans n'importe quel domaine. Tu viens de le dire, les mamans,
surtout les mamans monoparentales, un burn-out personnel parce que j'ai vécu toute ma vie dans un état de survie, parce que je ne savais pas Mmh. gérer mon énergie, un burn-out pour les personnes aidantes dans la famille qui est par exemple une personne âgée à prendre soin de cette personne. Ça peut être dans n'importe quel. C'est une bonne question. Je trouve que c'est une bonne question parce Mmh. qu'on a tendance à se limiter au travail. Ouais. Donc là, si je comprends bien, c'est ça, c'est comme on a drainé l'énergie, comme Ouais. on a brûlé plus d'essence que ce qu'il y avait de Mhm. disponible, on n'a pas été capable de la régénérer, puis Mhm. à un moment donné, le corps est comme: Ouais, «On n'est plus capable de créer de l'énergie à l'intérieur du corps, il faut qu'on arrête, shut down». c'est ça. Qui est comme différent de la dépression, qui est comme quelque chose qui a ben, le burn-out arrive de façon insidieuse Mhm. aussi parce que j'imagine qu'on on en fait toujours un petit peu plus que ce qu'on est capable, un petit peu plus que ce qu'on est capable. Puis Mhm. là, c'est ça à force qu'après ça se régénère plus. Tout à fait. Au fait, le burn-out, c'est le corps qui nous rappelle à l'ordre. Et au fait, il a Mmh. été défini par plusieurs auteurs, notamment Freudenberger, qui l'a classé en 12 étapes. Mais c'est un peu trop long. Moi, je vais te parler des 4 Ouais. étapes qui ont été décrites par un autre auteur. On peut alors dire qu'il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'étape d'alarme. Je vais expliquer par la suite l'étape de résistance, l'étape de rupture et puis ensuite la dernière étape qui est l'effondrement. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui arrive dans un nouveau travail. Cette personne, elle est passionnée, elle est motivée, elle a envie de faire ses preuves. Donc, elle va redoubler d'efforts, elle va s'investir, elle va peut-être mal gérer son énergie, elle va la gérer de façon non stratégique. Et puis, donc, elle va sentir qu'il y a quand même un stress qui s'installe. Donc, le corps, comme il est intelligent, il va répondre à ce stress, mais la personne, elle va se dire, je suis capable, c'est normal, c'est nouveau pour moi, je vais redoubler d'efforts. Donc, elle va ignorer ces signes-là. Surtout si cette personne n'est pas connectée à son corps et n'est pas consciente. Il n'y a pas de pleine Mmh. conscience en self-awareness. Deuxième étape, c'est l'étape de résistance. C'est dans laquelle, oui, il y a un stress, mais ce qu'on va faire, on va adopter des mécanismes échappatoires. On va se dire, OK, il y a trop de stress, je vais me déstresser avec un verre d'alcool, avec des sorties. Donc, je vais adopter d'autres mécanismes pour pas écouter mon corps. Donc, on peut commencer à avoir des addictions. Et en plus, l'adrénaline va nous donner du peps. Donc, on va Mmh. être dans cet engrenage du hamster. On va se dire, mais j'ai de l'énergie, je suis capable, go, 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 donc je ne vais pas m'écouter. La rupture, c'est quand le corps n'en peut plus. Retrait social, perte de motivation, il y a le cynisme qui s'installe, émotivité, irritabilité, puis il y a des signes physiques. Chez les femmes, il y a le système hormonal qui va prendre un grand coup. On va avoir des problèmes de sommeil, donc on va le voir, notre entourage va le voir. Et puis si, à ce moment-là, on ne prend pas les choses en main, on va glisser, sournoisement dans la pente du burn-out et là, c'est l'effondrement. Un jour, peut-être tu vas même plus pouvoir sortir de ton lit. Le corps, il bouge plus, au Mmh. fait. On veut pas arriver là. On veut Wow. détecter les signes du pré-burn-out. C'est ça le but, au fait. Mmh. Ouais. Mmh. Puis tu avais justement nommé cette statistique que les femmes seraient plus à risque. Mmh. Je pense que c'était sur LinkedIn que Oui, tu me l'avais, souligné. oui, Les femmes sont plus à risque oui, de faire des burn-out. Est-ce que tu as des est-ce que ben, j'imagine qu'il y en a là, des oui, théories là-dessus, oui. mais pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, des fois, ils te disent les statistiques ne sont pas bonnes parce que les hommes ne veulent pas demander de l'aide, vont pas avouer qu'ils ont fait un burn-out. Donc, est-ce que les Mmh. statistiques reflètent vraiment la réalité? On ne sait pas. Mais il y a une explication. Les femmes ont tendance à porter plusieurs chapeaux. Donc, elles vont s'occuper de la maison, elles vont devoir performer au travail, elles doivent faire leur place. Donc, il y a la pression sociétale. Et puis, les femmes, biologiquement, elles sont différentes de l'homme. Je vais peut-être contrarier certaines féministes, mais on est biologiquement différents. Il y a certaines tâches qu'une femme, c'est pas qu'elle ne peut pas le faire, c'est pas qu'elle n'est pas intelligente. On sait que les femmes sont intelligentes, mais il y a certaines tâches que quand les femmes vont les faire, elles vont se fatiguer davantage, elles vont se brûler, c'est biologique. Et donc, certaines femmes qui ne respectent pas leur rythme biologique, leur rythme cyclique, ben, elles vont se fatiguer davantage. Et notre rythme de vie dans nos sociétés modernes, il n'est pas pro énergie Puis là, quand tu féminine, dis certaines tâches, tu parles de physique, tâches comme physique.
Physique, OK. règlement même intellectuel, quand il y a beaucoup de problèmes, quand on passe en mode, je vais régler certaines problématiques, mon corps va sécréter de la testostérone. À certains niveaux, c'est bien. Quand on ovule, on sait que la femme, elle sécrète de la testostérone, ça la rend plus sociable, plus enclin et elle veut se reproduire. Donc je parle de point de vue biologique. Mais quand il y a plus de testostérone que d'hormones féminines, il y a un décalage, il y a un déséquilibre dans les hormones féminines. Autre chose, quand la femme est stressée, son corps va puiser dans ses réserves de progestérone pour produire de la cortisol parce qu'on veut Mmh. privilégier la survie que la reproduction. Donc, OK. j'ai pas envie que les femmes prennent ça comme de la fragilité, mais plus un écoute de soi. Écoute de Parce soi. que ben, oui, je pense que c'était juste quand tu dis: «Il y a certaines tâches», je voulais juste m'assurer de comprendre si on parlait de tâches en termes genre, tu sais, la nature des tâches ou la façon dont ces tâches sont faites. Comme par exemple, justement, tu sais, il y a des moments dans notre cycle où Ouais, on est moins, tu sais, on est moins énergique ou oui, on est moins actif, puis on est plus en phase de repos. Puis le fait de pas respecter, mettons, ce cycle-là versus je peux absolument. jamais faire des tâches de résolution de problèmes parce que Non, je non. suis une femme, ce qui est pas vraiment ce que tu veux dire. C'est ça, absolument, bien résumé. Bien, oui, c'est ça. C'est-à-dire, on respecte pas certaines phases dans lesquelles je dois, par exemple, me reposer au lieu d'aller faire certaines tâches. Et à ce moment-là, bonjour, Mmh. bonjour la Ouais, ouais. fatigue, bonjour l'épuisement. Ouais, je Bien, suis super d'accord avec ouais. toi. Hem, puis c'est quoi ta relation justement avec le burn-out? Tu sais, pourquoi ça a été quelque chose que tu as voulu t'intéresser puis aider aussi, parce que là, tu travailles avec hommes et femmes, Je mais je travaille pense plus que tu avec les travailles femmes. beaucoup Je travaille plus avec avec les des femmes. femmes, n'est-ce pas? Hem, OK. alors, je l'ai vécu. J'ai pas Ouais. eu de diagnostic. Dernièrement, oui, mais en 2021, j'ai pas eu de diagnostic. Au fait, moi, j'ai toujours été dans la performance, j'ai toujours été hyper indépendante et encore une fois, parce que c'était pour moi des réponses de trauma, c'était en mode survie, je ne le savais pas. J'aurais aimé être aidée, mais à ce moment-là, je pouvais pas faire autrement. J'étais en mode pilote automatique. Donc, j'étais trop dans l'accomplissement. Je go, go, go. Alors, après le travail, c'est le sport. Je faisais de l'escalade, j'ai même Mmh. essayé un marathon. Donc, j'étais trop, je ne respectais pas mon corps. Donc, Mmh. ça m'a mené à un burn-out. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des facteurs extrinsèques, conjoncturels, qui ont fait que j'ai fait un burn-out. Là où je travaille en pharmacie, les conditions de travail ne sont pas si agréables que ça. Donc, il y avait une part, j'étais responsable, mais il y a eu aussi une autre part. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur moi. Je me suis dit, OK, je sais que je gère mal mon stress, j'écoute pas mon corps, j'ai peut-être moindre tolérance au stress que mes collègues. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai commencé à méditer, faire du yoga, à réguler mon système nerveux. Ça allait mieux, mais je me suis rendu compte que malgré ça, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que j'étais pas bien. Et je commençais à faire de la suradaptation. Donc ça, c'est le piège que plusieurs personnes vont faire. Elles vont culpabiliser d'être dans le mauvais environnement, en fait. Donc elles vont se dire, c'est Mmh. de ma faute, je ne suis pas aussi forte que les autres, je dois pourtant, je Mmh. fais Je de vais mon mieux. compenser. Ouais. Voilà, donc je vais hyper compenser et ce que ça fait, ça fait que j'ai refait un autre burn-out, au fait. Parce que Ah wow, cette burn-out fois, sur burn-out. voilà, donc je me suis dit: «OK, cette fois-ci, c'est pas ta faute. Ce travail n'est plus aligné avec ce que tu veux, avec ta mission de vie». Moi, je crois à la mission de vie. Personne n'est obligé d'y croire pour pouvoir être heureux sur cette terre. Mais moi, je crois que je suis ici pour pouvoir être heureuse en servant les autres. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais environnement parce que je faisais tout ce qu'il fallait faire. Méditer, routine matinale, mais même juste 21 heures en pharmacie, ça me drainait. C'est pour ça que je dis compassion. Si tu as fait un burn-out, il faut pas se flageller, il faut pas s'auto-juger. Il y a une grande partie qui est inconsciente au fait. Et donc, ce burn-out va révéler ces choses que je n'ai pas pu voir. Donc, on peut Mmh. en faire une bénédiction. Peut-être pas tout de suite quand on est fatigué et épuisé, parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce discours, mais lorsqu'on reprend son énergie et qu'on veut prévenir un autre burn-out, parce qu'une personne sur deux refait un burn-out après son premier burn-out. Mmh. Et donc, Wow, si on veut OK. ne pas, ouais, si on veut ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est de s'asseoir avec ça et de se dire, OK, quelles sont mes tendances? Qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Quelles sont les choses que je dois améliorer? Ma communication, mon self-care, prendre soin de Mmh. soi, ma façon de m'exprimer, poser des limites que je trouve qui est
capital, me défaire du regard des autres, me défaire du perfectionnisme qui est une illusion. Hmm. Donc tout ça, c'est un travail à faire sur soi parce que oui, c'est important de prendre soin de son corps physique, de se reposer, de recharger les batteries, de faire attention à son alimentation, revoir son sommeil, très important. Ça, c'est les bases. Mais après, quand je sors de ce brouillard et que je reprends mes énergies, il va falloir creuser plus loin. Qu'est-ce qui a fait en sorte que moi, j'ai fait un burn-out et pas mon collègue? Pourquoi? Hmm. Tu Mhm. comprends? C'est pas pour se comparer, pour se dire qu'il est meilleur que moi, c'est juste pour faire un travail sur soi et de se dire: «OK, maintenant je repars, sur de bonnes bases. Est-ce que ce milieu n'est pas aligné avec moi? Peut-être que je ne suis pas faite pour faire ce travail et c'est Mhm. correct. Peut-être qu'il faudrait juste que je change de comportement, de façon de voir les choses». Donc c'est un travail qu'il faut faire. Hmm. Oui, puis des fois, à un moment donné, tu arrives puis tu dis: «Ben, moi, j'ai fait tout le travail que je pouvais de mon côté, mais l'environnement changera pas, alors il faut que je sorte de l'environnement». Tout à fait. À moi, 100. Est-ce que, hem, bon, puis là, c'est sûr, là, tu parles d'être passée pharmacienne à coach, puis tu Mmh sais, mh. avec tes clientes, est-ce que tu Mmh. travailles aussi avec des entrepreneurs? Parce que ce que je trouve aussi souvent, hem, qui est peut-être un peu plus difficile encore à vivre, c'est quand tu fais un burn-out de ta propre entreprise, tu Mmh sais, mh. où c'est toi le patron, c'est toi qui as fait les règles, mais quand même on rentre dans ce piège-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'adore cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont fuir le travail, par exemple, dans une entreprise ou avec un boss, pour faire de l'entrepreneuriat, croyant que tous leurs problèmes vont disparaître. Mmh. Alors que mes patterns, ils sont à l'intérieur de moi. On Ben va oui. continuer à se brûler, à être perfectionniste, à se sentir imposteur, à procrastiner, à faire les mêmes en fait bêtises, mais pour nous-mêmes. Et donc, il faut aller chercher plus profond que ça. Parce que oui, il y a des entrepreneurs qui se brûlent, absolument. Et donc, la solution, c'est pas de fuir, ça devient de la fuite. Donc, notre système nerveux est toujours dérégulé. Donc, ce qu'on va faire au lieu d'affronter les vrais problèmes, de réguler son système nerveux, revoir ses croyances limitantes, on va fuir avec son entrepreneuriat en croyant que c'est bon, c'est fini, tout est derrière moi. C'est pas vrai. Ouais, c'est pour ça Non, que parce qu'on a fait j'adore une cette espèce question. de on a transposé Mm, tous les codes, toutes les normes, toute la pression, toute l'oppression même mm. de l'extérieur ou de la société dans notre entreprise. Puis on moi, j'appelle ça les entreprises ben, c'est pas juste les entreprises alimentaires, j'appelle ça des entreprises alimentaires où on travaille juste pour mettre du pain Oui, sur la oui, table, c'est mais cette on table. n'est pas vraiment le leader de notre entreprise. Puis il y a quelque chose là-dedans aussi de dire, ben, à quelque part aussi, le bien-être de toi-même est Mm. une partie importante de l'entrepreneuriat aussi, là. Absolument. C'est-à-dire, en fait, on va continuer à opérer en mode survie et l'entreprise, elle ne peut pas décoller. Elle va toujours en parallèle avec notre évolution. Et plus on comprend des choses, plus notre entreprise fleurit. Donc, c'est important d'arrêter de survivre, au fait, et de Mmh. commencer à vraiment créer, mais d'une place où le système nerveux est plus détendu, calme. Je suis dans un état de clarté mentale, en pleine capacité de mes capacités intellectuelles, physiques. Et ça demande un travail sur soi. Et des fois, il faut se faire accompagner. Et tant mieux, tant Mmh. mieux. Ouais, pour voir les angles morts, c'est souvent Mm, ça, hein. C'est pas qu'on sait mm, pas ce qu'on doit faire, c'est pas qu'on sait pas qu'on doit dormir puis arrêter de travailler après une certaine heure, mais je mm, pense mm. qu'aussi qu'en entrepreneuriat, puis ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup, mais que j'ai vu chez mes clientes aussi, c'est Oui, toutes ces pressions internes parce qu'on n'arrête jamais d'y penser, puis c'est des vrai. fois, ça peut être aussi insidieux que de dire de la façon dont on fixe nos objectifs. Puis qu'on Oui. se dise: «Il faut absolument que j'atteigne ce chiffre d'affaires-là» ou «Il faut Mm, mm. absolument que je fasse ceci». Puis là, ça devient cette espèce d'oppression-là qu'on s'est mis sur nous-mêmes, mais Tout seul. Mm. qu'on n'arrive pas à régulariser, tu sais. Ou qu'est-ce qui arrive quand un client me critique ou, tu sais, des choses comme ça Mm. où justement, on se met du stress qui est beaucoup plus, tu sais, on tape sur le clou, là, tout le temps, Mm, là, mm. avec ça, là. Et il y a personne pour le faire, on le fait toute seule, au fait. Et Non, c'est c'est là qu'on ça. comprend, ouais, et c'est là qu'on comprend que, OK, d'accord, peut-être quand mon boss, il avait quelque chose
à faire dans mon burn-out, mais là, je suis toute seule. C'est Tu as ça. personne à blâmer. Personne. Là, ce qu'on peut faire, c'est on va blâmer nos parents. Bah, ils m'ont programmé avec ces patterns. Bah oui, Ouais, quand on est en ouais, mode victime, il faut qu'on trouve quelqu'un à ouais. blâmer. Donc, la responsabilité, prendre responsabilité. Peut-être que tu n'as pas eu la meilleure enfance dont tu rêvais. Peut-être que tu as été moins privilégié que certaines personnes, mais là, tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais Ouais, de tout ça? C'est ça, ouais, puis ça mène vers un sujet qu'on partage, même si on en parle probablement de façon différente, mais peut-être pas Mhm, tant, mais qui est comme toute l'intersection entre traumatisme ou trauma mhm, et vie professionnelle, mm, entrepreneuriat, hein, on va mettre les 2 ensemble mm, et le burn-out justement parce que je pense que le plus gros travail des femmes, de nous les femmes ou des mhm, personnes socialisées comme mhm, femmes, mhm. c'est d'aller reconnaître ces conditionnements qui ont été tellement intégrés, qui deviennent presque invisibles parce qu'ils font tellement partie de notre Partie, identité absolument. que, tu sais, puis hein, tu as nommé le perfectionnisme tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure, tu as parlé du syndrome de la bonne élève aussi, tu sais, toutes des Oui, choses qui, sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à ce que quelqu'un nous le dise ou que c'est quelqu'un nous le vrai. mette en pleine face, Mm, on est comme: «Mais non, mais c'est ce qui m'a amené jusqu'ici». C'est des fois, c'est même la clé de mon «succès» entre guillemets, d'avoir été comme ça. Fait que qu'est-ce que tu suggères par ex tu sais, parce qu'encore une fois, ni toi ni moi, on est des spécialistes des traumas, le puis trauma. Mm. on dit pas non plus qu'on est là pour on n'est pas dans un contexte thérapeutique, mais Mhm, qu'est-ce qui pour toi tu sais, c'est quoi pour toi ton approche, mettons, autour de quand tu es mhm. avec tes clientes, puis que là, genre, tu sais que là, on touche à des traumas ou des Ouais. conditionnements qui sont bien établis, là, puis qui font partie d'une autre histoire qui est Ouais. sous-jacente? C'est un sujet sensible. Encore une fois, on ne fait pas de diagnostic. Même si je suis pharmacienne, je ne fais pas de diagnostic. Je ne prétends pas guérir quoi que ce soit. Parce que si, par exemple, je sens que ma cliente, on le sent quand on parle avec les personnes en face de nous, leur façon de voir les choses, même leur posture, leur façon de communiquer, de respirer, on peut sentir qu'il y a quand même quelque chose qui fait que leur système nerveux est en mode survie. Il essaie de les protéger au fait. Et encore une fois, l'ego, les systèmes nerveux dérégulés, ils essayent de nous protéger. Donc, on ne veut pas non plus nier ce que le corps est très intelligent. Donc, s'il Mmh. nous garde dans cette posture, s'il veut pas qu'on atteigne certains objectifs, c'est qu'il y a une part qui essaie de nous protéger. Donc, moi, si je vois que la personne en face de moi, je suspecte que peut-être elle a des traumas qu'elle doit aller libérer, donc travailler avec le corps, je vais l'orienter, je vais lui dire peut-être que tu bénéficierais d'être accompagné par on appelle ça somatic therapy, Mmh mh. Mmh une mh. Mmh. thérapie somatique, travaille avec le corps, réguler davantage le système nerveux. Ça peut être avec un psychothérapeute spécialisé dans les traumas, le MDR, il y a plein d'outils qui font leurs preuves. Et donc, là, si la personne se sent prête, parce que des fois, on n'est pas encore prêt, on ne veut pas aller chercher le trauma parce que ça peut donner Mmh. ce qu'on appelle un PTSD, un état de stress Mmh. post-traumatique. Il faut vraiment que la personne se sente assez en sécurité pour pouvoir aller chercher tout ça. Donc, la première chose, c'est de la référer parce que le coaching ne donnera rien s'il y a quand même beaucoup de trauma dans le corps. Ouais. Après, j'ai une cliente qui a voulu faire les 2 en même temps, avec laquelle j'ai eu de bons résultats. Coaching et pas psychothérapie, mais somatique, travail somatique. Ouais. Et elle a eu de bons résultats parce qu'elle comprenait pourquoi elle se mettait en état de survie, pourquoi elle était activée émotionnellement. Mais je trouve que c'est un travail nécessaire pour beaucoup de personnes qui ont des traumas. Ouais, Travail de travailler avec le guérison. corps, puis c'est ça qui est intéressant aussi avec toute cette conversation autour du burn-out, c'est que le burn-out, c'est une, C'est le corps, expression du corps et absolument. le trauma est aussi une expression du corps, mais une réaction du système nerveux qui Mhm. continue à, percevoir un danger ou à réagir de façon, Oui, hem, tu sais, à s'activer dans des situations qui ressemblent ou qui font penser oui, à d'anciennes activations traumatiques. oui. Parlons justement peut-être du rôle du système nerveux, puis comment tu amènes les gens peut-être à le régulariser
sachant qu'on travaille pas justement nécessairement Ouais. 100% au niveau somatique, même si moi, je me forme aussi avec des techniques somatiques, puis j'imagine que toi aussi, mais Ouais. aussi avec là, tout ce qui est travail avec l'inconscient, le subconscient, Mhm, mhm. pour voir comment le corps réagit. Puis tu sais, pas juste le corps, hein, le non-dit, le verbe, le ton de la voix, tu sais, tout ça sont des indices Mm. qu'on utilise en coaching pour être capable d'amener nos clients vers un travail qui est plus profond que simplement dis-moi quel est ton Ouais, problème et on va trouver une solution. c'est ça. Toi, c'est quoi ton approche vraiment pour travailler avec le système nerveux? Mhm. Le corps ne comprend pas avec les paroles. Oui, c'est important de travailler l'état d'esprit parce que je peux pas Mhm. atteindre mes objectifs si j'ai pas de structure, si j'ai pas une compréhension. Donc, surtout pour les personnes très intellectuelles, c'est très important de travailler avec l'état d'esprit. C'est la base. Mais le corps, the body keeps the score. Le corps, c'est lui Ouais. qui se souvient de tout. Donc, dans mes approches, premièrement, c'est la respiration. La respiration, la respiration, la respiration, parce qu'on veut activer le nerf vague, on veut aller travailler avec le diaphragme. Donc, on veut communiquer avec le corps et lui dire, écoute, tu es en sécurité. Donc, la respiration, c'est Mm. la base. Il y a plusieurs types de respiration que je peux faire avec mes clientes. Deuxième chose, c'est travailler avec le corps, donc le faire bouger, le mouvement, notamment les étirements, que ce soit de simples étirements ou vraiment des postures bien précises qu'on va chercher pour chaque système hormonal. Donc, c'est pour ça que j'adore le Hatha Yoga parce que ça a été étudié pour chaque glande dans notre corps. Donc, le Hatha Yoga, il y a des postures pour l'anxiété, il y a des postures pour la colonne vertébrale, il y a des postures pour le système digestif, il y a les postures pour le cerveau. Non, le yoga est très important. Puis on a aussi, après, celles qui veulent faire de l'hypnose. Moi, je réfère. Si je vois que mon travail est pas, ma cliente a besoin peut-être de massothérapie, d'ostéopathie, de peut-être voir un chiropraticien, je la réfère. Il y a Mm. aussi l'alimentation. On a tendance à négliger notre alimentation, une alimentation anti-inflammatoire. Des fois, il y a beaucoup d'inflammation dans le corps et juste changer, faire des petits changements dans notre alimentation, réduire les processed food, des aliments transformés chimiquement, manger du vivant, peut-être réduire certaines viandes, faire attention à sa flore intestinale, manger des prébiotiques, des aliments qui nourrissent notre flore. Je travaille aussi beaucoup avec les tisanes, avec leurs vertus thérapeutiques. Mm. Donc, il y a tout ça, l'hydratation. Donc, il y a l'aspect physiologique du corps pour le reminéraliser, pour réduire l'inflammation, remonter l'énergie. Puis ensuite, il y a le mouvement, puis il y a les postures de yoga, la respiration. Puis il y a aussi il y a des petits exercices pour le système nerveux, donc élargir notre champ visuel. Il y a plein d'exercices qu'on peut Mm. intégrer Mhm. dans notre quotidien. Je rajouterai aussi des pratiques informelles de pleine conscience, utiliser les sens pour, par exemple, se grounder, pour revenir dans le moment présent. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. Bien sûr, j'adapte les outils en fonction de la personne en face de moi. S'il y a beaucoup de travail, je vais peut-être travailler en équipe. Ostéopathie, massothérapie, de la danse. Moi, Mhm. honnêtement, la Mhm. danse, c'est thérapeutique pour moi. J'ai appris Ben à oui. plus accepter mon corps, à accepter avec ses défauts et ce qu'on croit être des défauts, donc avec nos perceptions biaisées. La danse m'aide à être plus en confiance. Quelle danse tu fais? Quel Je type de danse les danse? danses latines. Wow! J'adore, Oui, j'adore. j'adore ça, ouais. Puis notre environnement esthétique, hein, on a commencé la conversation en parlant La beauté, de la s'entourer de beauté, mais beauté. je veux dire, c'est aussi c'est sensuel dans le sens Ouais, que ça stimule nos sens de absolument. s'entourer de belles couleurs, de beaux objets, hein, puis juste regarder un objet qu'on trouve beau C'est vrai, a des vertus tellement. calmantes. C'est vrai et je Tu sais, pense qu'il y a même c'est des études qui l'ont prouvé. S'entourer de beauté, s'entourer de plantes, la nature aussi. La nature, c'est ouais, beau, aller dans la ouais, nature, ça calme le système nerveux, ça oxygène, faire des les exercices de arbres, ouais, grounding. ouais. Ouais, la nature, la beauté, les animaux de compagnie. Moi, mon chat, il est thérapeutique. Juste le Ben fait oui. de le caresser, de l'entendre ronronner, ça calme le système nerveux. Ça s'appelle des exercices de co-régulation. On peut aussi faire des exercices de co-régulation avec des êtres humains, mais attention, il faut choisir des personnes bien régulées parce que si on s'autorégule, parce qu'on aime, par exemple, si tu vois, tu viens devant moi et que tu ris, tu souris, je vais sourire parce que tu vas influencer Ouais. mon état de système nerveux. Donc, c'est important de choisir donc l'environnement, son environnement.
J'ai peut-être une dernière question pour toi Dis-moi. qui est sur le bout de ma langue. Puis c'est, tu sais, parce que je sais que quand même, un burn-out, ça peut avoir des cicatrices sur le Mm, long terme. Est-ce qu'on se remet d'un burn-out? Est-ce qu'il y a des séquelles post-burn-out? Tu sais, comme par exemple, si toi, tu travailles aussi avec une cliente, ça mm, serait quoi, mettons, votre plan de dire on va essayer de passer de ça à ça? mhm. euh, pour, tu sais, pour pas non plus brusquer le corps dans une guérison forcée, là, tu sais, parce que c'est pas Voilà. ça l'objectif non plus. Ouais, dans Rush Your Healing. Euh, Alors, les séquelles, il y en a. Il y a beaucoup de séquelles, bon, physiques. Donc, on va peut-être avoir des maladies, on va avoir peut-être des migraines, des syndromes. Moi, honnêtement, ma santé de femme a été altérée. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais elle a été altérée, ma santé de femme. Là, ça va beaucoup mieux. Donc, oui, il peut y avoir des séquelles physiologiques, physiques, donc Mhm. l'état du corps, les cheveux, la santé des ongles, la santé de la peau, ouais, c'est ça. Donc, on revient encore à l'inflammation, à l'état du corps, mais tout peut se régler. C'est pas une sentence. Et Mhm. je veux rassurer les gens. On peut revenir à l'état d'homéostasie. Ça prend du courage, ça prend du temps, ça prend de prendre soin de soi. Donc, oui, les séquelles, il peut y en avoir sur le plan physique, mais aussi sur le plan psycho-émotionnel. Et ce qui va être le plus touché quand on fait un burn-out, c'est l'estime de soi et la Mhm. confiance en soi. On est très fragile. On va prendre la critique, elle va être on va la prendre vraiment personnellement, on va être très sensible, surtout si on est déjà à la base une personne hypersensible. Donc, il peut y avoir, ouais, il peut y avoir des séquelles sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, c'est pour ça très important au début de se cocooner, de reprendre nos forces, de vraiment travailler nos blessures. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut s'en remettre si on fait les bonnes choses. Si vraiment on décide de se prendre en main, premièrement par la première phase qui est vraiment quand il y a un effondrement, c'est vraiment se reposer, prendre soin de son corps physique, réaméliorer son sommeil, reprendre le mouvement tranquillement sans brusquer le système nerveux. Donc vraiment sortir de cet état de léthargie, puis doucement on va monter on va passer de la tristesse, on va peut-être avoir de la colère, des ressentiments. En fait, on va traverser le camailleux des émotions parce Mhm. qu'on ne peut pas passer d'un état dans lequel on est immobilisé, encore une fois, le système nerveux, à un état où on est dans un engagement social, où on est en... Non, on ne peut pas. J'invite tout Mhm. le monde à lire la théorie polyvagale. On ne peut pas passer d'un état où on est complètement à ras, là, on est à plat, Mhm. Mhm. à un état où on est détendu. Donc, ça prend du temps, ça prend de prendre soin de soi, d'assumer ces émotions qui vont venir parce qu'on va ressentir de la colère. Hein, pourquoi je me suis laissé faire? Pourquoi on va avoir ça? C'est normal, c'est un processus qui est normal. Je tiens à rassurer tout le monde, il faut accepter ces émotions. Il ne faut par contre pas se victimiser, les laisser nous ranger de l'intérieur, mais les accepter, les reconnaître et les laisser partir, puis passer d'un état de peut-être de colère à puis un contentement, puis on commence à avoir de la joie, puis là, on va se fleurir encore une fois. Ça prend du temps, mais c'est faisable. C'est ça Mhm. qu'il faut que tout le monde retienne, c'est faisable. On peut s'en remettre si on fait les bonnes choses. C'est pas le temps, c'est la façon avec laquelle on gère le temps. Qu'est-ce qu'on fait Mhm. pendant ce temps-là? C'est pas juste le temps qui va venir guérir mes blessures. Si je travaille jamais mes traumas, je vais continuer à avoir les mêmes résultats. C'est qu'est-ce que je fais de ce temps de récupération? Qu'est-ce Mhm. que je fais pendant ce temps-là? Je Ouais, sais c'est pas si comme ça a répondu à ta reprendre question. en... Oui, reprendre le... J'aime ça le voir, tu sais, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, ça a été de voir mon corps comme mon allié, puis de le voir comme une relation que je devais entretenir ou que je devais Mm, nourrir, tu sais, c'est comme... mm. Là, mon corps, il faisait son truc, moi, je faisais mon truc, mais là, c'est comme, OK, maintenant, on travaille Une équipe. ensemble, comment est-ce Mhm. on peut travailler davantage ensemble? Puis tu sais, moi, je parle souvent dans mon entreprise, j'ai commencé à intégrer davantage mon cycle menstruel pour planifier mes semaines, mes Écoutez, mois, puis des choses comme ça. Puis tu sais, ça nous le rend, hein? Notre corps va nous le rendre en nous redonnant l'énergie. Puis tu sais, il y a quelque chose de très... Hem, qu'on qu'on ne retrouve pas dans le milieu du travail genre traditionnel, ce mm, dialogue avec le corps mm, quand on est tellement obsédé par les objectifs de fin d'année, puis le nombre d'heures qu'on doit travailler, puis la pression sociale de performer, puis tout ça. c'est vrai. Hem,
Puis peut-être la dernière chose aussi que je pense que selon ce que tu viens de dire aussi, que le burn-out, je pense que des fois, ça va être aussi vu comme on a comme une réaction post-traumatique au burn-out, dans le Mm, sens, on veut pas que le mhm, burn-out revienne. mm, Donc là, on vit dans l'anxiété que ce burn-out mm. revienne. Hem, ouais, tu Vrai. veux-tu peut-être Oui, oui, adresser c'est pas ça? faux, c'est pas faux. Oui, on va se sentir un petit peu fragilisé et comme je t'ai dit, il y a plusieurs personnes qui peuvent refaire un autre burn-out. Mais moi, mon invitation est de dire aux personnes, si on vit dans la peur, on va attirer la peur. Donc, Mmh. oui, il y a peut-être forcément une part en nous qui a peur de provoquer de faire les mêmes erreurs. Mais si on commence vraiment à se connecter à soi, comme tu as dit, le corps, c'est notre plus grande pharmacie. Moi, je dis toujours à tout le monde, ton corps, c'est ta plus grande pharmacie. Tu lui donnes les bons éléments, tu vas guérir. C'est ton allié, c'est ton meilleur ami, apprends à l'écouter. Quand tu comprends la leçon, elle n'a pas besoin de se reproduire. Mmh. Mmh mh. Donc, oui, il faut être prudent, mais il faut pas être méfiant. Oui, il faut être prudent, il faut pas être anxieux. La prudence, elle est de mise. Ça veut dire que je vais respecter mes limites, je vais faire attention. Il faut être prudent, il faut être conscient. Mais la peur, ça vient de mon ego. Mais quand Mmh. j'apporte de la lumière et de la conscience et de se dire, OK, j'ai fait un burn-out, j'ai compris certaines choses, et là, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ne refasse pas un autre burn-out quand on travaille vraiment sur la connaissance de soi. Parce que quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui a confiance en lui, il va facilement poser des limites, il va facilement comprendre certaines choses. Et donc, ça demande juste de, OK, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui en moi nourrit cette peur? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Donc, de se poser pourquoi je fais de l'anxiété. Est-ce que j'ai pas encore confiance en moi parce que j'ai peur de refaire les mêmes erreurs? J'ai peur de pas pouvoir établir de saines limites? Donc, s'il y a une peur, s'il y a quelque chose qui n'a pas encore été travaillé. Et c'est normal, on est humain, on est en constante évolution. Donc, il faut juste s'asseoir avec cette peur et comprendre le message qu'elle veut nous véhiculer. Encore une fois, contemplation, compassion, et puis on avance. Ouais, puis c'est intéressant aussi, tu l'as mentionné pendant notre conversation, mais on ne s'y est pas arrêté, mais que le burn-out, ultimement, c'est l'ultime protection du corps. Mm, Il fait ça pour nous, à quelque mm, part, tu sais. mm. Il a mis un stop, tu sais, de big Ouais, stop, genre, mais parce qu'il veut nous protéger de quelque chose d'encore plus dangereux qui serait comme tu sais, le à surtravail. Tu sais, mort. genre, il y a des gens qui meurent, là, comme de Bah oui, surtravail, hein, c'est moi comme j'ai une collègue ça qui a fait un existe. cancer parce Wow! qu'elle arrivait, elle arrêtait. Il y a pas d'études randomisées en double aveugle qui va prouver ce que je dis. Mais je suis certaine pour l'avoir, elle travaille avec moi en pharmacie. J'ai son visage en face de moi. Elle était tellement gentille, mais la gentillesse où elle n'arrivait pas à dire non. On Mmh. était mal pour elle, tellement elle disait oui à tout le monde, elle n'arrivait pas à poser des limites. Puis on la voyait souffrir, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Son niveau Mmh. de cancer, elle a fait un premier cancer gynécologique, elle a tout enlevé chirurgicalement. Puis elle a pris quelque temps pour se reposer. Elle est revenue, puis elle a fait un cancer du cerveau. Et moi, Ah oui. honnêtement, je crois sincèrement que c'était son incapacité à poser des limites, son incapacité à prendre soin d'elle, son incapacité à se respecter. Et le monde disait, mais elle est trop gentille. Mais trop gentille, à quel prix? Ouais. Ouais, Non, non, c'est sûr que le corps va réagir. Le corps va me rappelle à réagir, puis il l'ordre. faut travailler avec lui. Wow, Tessadit, merci énormément pour, cette conversation. C'était vraiment, ça ouvre les yeux sur une réalité quand même, Mm, qui est très présente, je trouve, de plus en plus. Mais je pense que mm, aussi, si le burn-out est la maladie de notre temps, hem, c'est aussi le grand signal que les choses changent et qu'elles peuvent changer. mm, Et je trouve que à quelque part aussi, si c'est nous les femmes qui, sommes le plus à risque de ça, ça veut dire aussi qu'on est aux premières lignes, aux premières loges pour savoir comment, s'en protéger. oui, Parce qu'on a cette sagesse en nous aussi qu'on peut réapprendre à tu sais, nos signaux corporels sont beaucoup plus forts,
Oui, que les hommes, biologiquement, à cause de c'est nos vrai. cycles et nos hormones et tout ça, mais c'est un bienfait à quelque part parce que Absolument. ça nous envoie les signaux où aller regarder et où aller se poser. Fait que, il y a une Complètement. bénédiction dans tout, dans tout. Je suis complètement d'accord. On est tellement connectés. Je t'avais dit, les femmes, elles sont tellement intelligentes émotionnellement. On est plus connectés à notre corps. C'est juste parfois on s'oublie, au fait. Et Hmm. donc, le burn-out, c'est un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre et bien souvent le fanion de protection. Il faut changer les façons dont on a fait. Wow! Absolument. Comment on peut te suivre? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comment on travaille avec toi? Comment on peut te suivre? Qu'est-ce qui se passe dans ton univers? OK. Je suis présente un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram au nom de Tess Oui Dire. Bah, pareil sur ma chaîne YouTube, Tess Oui Dire. On peut aussi me retrouver sur mon site internet, Une vie consciente avec Tess. On peut même télécharger des e-books gratuits sur comment gérer l'anxiété. Et on peut me retrouver sur LinkedIn et sur Facebook. Je suis un peu présente Waouh! partout. T'es Euh, partout! ouais, on peut travailler avec moi. Je accompagne les femmes en coaching 1 à 1 et bientôt un programme en ligne. Yeah! Yay! Magnifique! On va mettre tous les liens pour que les gens puissent aller découvrir ton travail sur la page de l'épisode. Et Yes. encore une fois, je te remercie infiniment pour toute ta sagesse et d'avoir initié cette belle conversation. J'espère qu'on aura la chance de se recroiser ici à Montréal ou sur Internet, du moins. Merci Tatiana. À bientôt! À bientôt. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.